Notre invité aujourd'hui, au culturel de Transipo, a grandi à l'ombre du théâtre Hector Charland à l'Assomption. Et depuis, elle a fait un bon bout dans les médias, dans le culturel particulièrement, où elle a tenu l'antenne et tient toujours l'antenne à Radio-Canada et qu'on peut suivre sur Pro, évidemment. Notre invité aujourd'hui, c'est Émilie Perrault, avec un grand plaisir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est vraiment chouette que tu sois là. Et quand je disais oui à l'ombre du Hector Charland, tu as évidemment passé tes jeunes années à l'Assomption, où tu as peut-être développé le goût pour la culture, le théâtre, les spectacles d'art vivant. Oui, absolument. Mais moi, j'ai grandi plus à Joliette, mais ma mère, elle vient de l'Assomption, elle est allée au collège de l'Assomption, puis j'ai été porte-parole donc du festival Food Théâtre là-bas. Donc, c'était pour moi vraiment un plaisir de m'impliquer dans la région de la Naudière, en fait, parce que c'est tellement important ces salles de spectacle-là quand on est jeune. C'est là où on voit nos premiers spectacles. Donc, tu sais, moi, je me souviens, enfant, le premier spectacle que j'ai vu, c'est celui du Club des 100 watts, animé par Marc-André Coallier. Donc, tu sais, j'ai à peu près 6 ans, on est au Centre culturel de Joliette. Puis Mhm. plus tard, à l'adolescence, avec des amis, on avait pris nous-mêmes, avec nos sous, un abonnement pour aller voir du théâtre. Donc, tu sais, ça fait vraiment partie de mon identité. Puis je pense que mon désir de devenir journaliste culturel est parti un peu de ça, de ces expériences-là que j'ai eues dans les salles de spectacle quand j'étais adolescente. Et là, habituellement, on t'entend à la radio, mais dans l'émission Il restera toujours la culture. Mais là, tu prends congé pour un projet très spécial. Oui. Oui, donc c'est ça. J'ai fait la suspension consentie de l'incrédulité, donc qui est un solo au théâtre que je vais présenter donc dans les coulisses chez Duceppe dans la formule 5 à 7. C'est effectivement quelque chose qui n'était pas du tout dans mon plan de carrière. Moi, je le dis, j'ai jamais rêvé d'être une artiste, j'ai jamais eu l'appel des planches. Tout ça, c'est vraiment une espèce de concours de circonstances. Quand j'étais porte-parole pour le festival Food Théâtre, c'est la directrice artistique Caroline Parent qui m'a un peu lancé cette idée-là en disant, ben, comme porte-parole, on va t'offrir une carte blanche. Elle avait aimé mon essai qui s'appelle Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle. Puis elle me dit, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose qui existe sur scène, mais pas une conférence, vraiment un geste théâtral? Puis ça m'a un peu, je sais pas, il y a eu de la curiosité là-dedans. Puis je disais, laisse-moi y réfléchir. Puis j'ai mis sur papier quelques idées. Puis je suis allée voir le dramaturge Jean-Philippe Lehoux, que j'aime beaucoup, qui est aussi un comédien qui avait fait les spectacles à la Licorne, Napoléon Voyage, puis il avait fait aussi Normal. Et là, je lui ai expliqué un peu mes idées. Puis rapidement, il m'a dit, écoute, t'as un spectacle, va l'écrire. Donc ça, cette espèce de validation-là que Jean-Philippe m'a donné, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis mis à la tâche, j'ai travaillé, j'ai écrit. Il a eu un peu un rôle, lui, de script éditeur. Et le but de tout ça, c'était d'en faire une mise en lecture au festival à l'Assomption. C'est ce que j'ai fait donc à l'été 2022. Et là, sans que je le sache, il y a un directeur artistique de chez Duceppe qui était dans la salle, que je n'avais pas invité, hein, parce que ça m'aurait beaucoup trop stressé si j'avais su qu'il était là. C'est David Lorrain. Et donc, lui, par rapport au texte, il a vu un potentiel et c'est là où on m'a demandé si je voulais déposer le projet dans les 5 à 7. Et là, me voilà maintenant à une semaine de la première. Mais derrière ce projet, il y a aussi le désir de rendre la chose culturelle accessible. Ça a toujours été dans tes plans. On le sent quand on entend tes émissions. Et je pense que ça s'inscrit dans un grand mouvement qui fait en sorte que la culture est devenue, depuis quelques années, est venue s'installer dans le quotidien. Oui. Mais pour moi, c'est important. Tu sais, c'est ça, en fait, ça me fait tellement du bien, moi, aller voir des spectacles. Puis comme tout le monde, ça m'arrive d'être fatiguée. Puis le soir, quand on approche de l'heure du spectacle, ça me tente pas de partir. Puis là, je me dis, oh, donc, tu sais, je serais mieux de rester chez moi. Puis une fois que je suis là, quand je suis dans la salle, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, puis ça m'énergise. C'est bizarre à dire, mais des fois, mon chum, il dit, voyons, là, arrête de sortir, là, si t'es fatigué. Mais je suis comme, non, mais c'est l'inverse, on dirait, c'est le fait d'aller voir des spectacles qui me donne une Oui. espèce d'énergie, puis c'est ça que j'ai envie de propager. C'est comme si je me dis, il faut que tout le monde sache ça. Il faut que tout le monde l'applique dans sa vie. Euh, j'ai l'impression que la culture peut jouer un rôle plus grand, puis c'est ce que j'espère faire avec les tribunes qui me sont offertes. J'essaie juste de mettre ça de l'avant. Dans le communiqué de presse, on peut lire que c'est un solo métaphysique feel good. D'où vient ce Une terme? définition. Ah mon Dieu! C'est parce qu'on a bien de la misère à expliquer ce que c'est. Tu sais, même moi encore aujourd'hui, puis j'en parle avec le metteur en scène, puis on en parle chez Duceppe, puis j'ai l'impression que c'est une forme qui n'existe pas vraiment au théâtre. Mais je pense que le mot solo est
le meilleur terme là, pour le résumer. Donc, c'est vraiment moi qui est seule sur scène. Euh, Puis, le côté métaphysique, c'est que je joue beaucoup avec tous les codes du théâtre. Donc, tous les codes d'une représentation, de l'enregistrement qu'on entend au départ jusqu'à la toute fin. Il y a beaucoup de références à c'est quoi l'expérience d'être un spectateur. Puis, le feel good, ben, je pense que c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens sortent de là en étant heureux, mais surtout en réfléchissant à tous les spectacles qui leur ont fait du bien. Tu sais, c'est ça, en fait, je me dis si tout le monde peut faire l'exercice de faire la liste des spectacles qui les ont marqués, ben ça aura fait œuvre utile à sa façon. La question qui tue maintenant, je vais au dialogue. Ouais, oui. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de te lever pendant une représentation et de sortir? Parce que j'aimais pas ça. Ouais. Hmm. Je pense que j'ai jamais fait ça. Je suis déjà partie à l'entracte. Ça, oui, ça m'est arrivé. Je suis souvent la première partie. Tu sais, les 6 années où je faisais l'émission de Paul Arcand, là, c'est sûr que j'étais la dernière rentrée dans la salle, puis la première partie, là, dès qu'on applaudit, parce que le lendemain, je me levais tôt. Ça m'est arrivé de ne pas avoir envie d'applaudir. Ça, j'ai un souvenir vraiment précis d'une pièce qui m'avait tellement choquée que là, quand ça s'est terminé, on dirait que j'étais comme, je suis pas capable d'applaudir, je peux pas applaudir après cette phrase-là. Puis j'en avais reparlé avec le créateur, c'est une pièce de Fabien Cloutier, en fait. Comment fabriquer ou réussir un poulet. Puis il était très à l'aise avec ça parce qu'il dit que c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait choquer les gens. La fin de la pièce était tellement choquante qu'il n'était pas fâché de ma réaction. Donc, j'en suis jamais venue à vraiment là, me dire j'en peux plus, je sors de la salle. En tout cas, jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Mais c'est sûr qu'il faut accepter que des fois, on va voir des choses qu'on n'aimera pas. Ça fait vraiment partie du lot de l'aventure d'un spectateur. Mais j'ai l'impression que même ces spectacles-là, la conversation est quasiment plus enrichissante. T'sais. Quand tu sors d'un spectacle que tu n'as pas aimé, il y a plus de questions. Tu es comme, mais pourquoi? La discussion est quand même intéressante. Et dans ce spectacle, est-ce que tu parles de toutes les formes de spectacles, par exemple, bon, tu parles de théâtre, mais il y a quand même d'autres Oui, spectacles. oui. C'est sûr que le théâtre est, moi, l'art qui m'a le plus donné envie, je dirais, d'aller, de sortir de chez moi, mais la musique, je parle évidemment de l'effet de la musique, de cette tendance des fois qu'on a, tu sais, à réécouter une chanson qui nous fait pleurer parce que ça nous fait du bien. Tu sais, même si bizarrement, c'est contre-intuitif de réécouter tout le temps la même chanson, mais pourquoi on fait ça? Parce que des fois, c'est le seul endroit où on se permet de vivre ces émotions-là. Donc oui, je parle de ça, je parle de l'impact de la musique. Donc, on peut le vivre aussi dans des concerts, mais c'est sûr que comme je suis au théâtre, c'est surtout le théâtre qui est abordé, mais les spectacles d'humour aussi ont cet effet-là, tu sais, je veux dire, moi, je suis convaincue pendant des années quand je travaillais avec Paul Arcand puis que j'allais voir énormément de spectacles parce que c'était vraiment ça mon mandat. C'est drôle, mais c'est une période de ma vie où je suis pas allée voir de psychologue. Puis j'ai l'impression que c'est comme si chaque semaine, tout ce que je voyais, c'était un peu des petites thérapies qui s'opéraient à mon insu. Tu sais, c'est-à-dire que j'allais rire souvent parce que je voyais des humoristes. Après ça, j'allais au théâtre, j'allais réfléchir. Je voyais de la musique, ça me faisait vivre d'autres sortes de catharsis. Donc, j'essaie de parler de toutes ces formes d'art-là, oui, dans le spectacle. Et comment tu t'organises avec ce qui est off? Euh, les spectacles, soit de danse, de musique, de Mhm. tout. Est-ce que ta soif de culture englobe tout ça? Parce que c'est vaste, la culture. Ben oui. Ben oui, puis il y a plein de domaines, effectivement. La danse, c'est quelque chose que je connais moins, mais j'essaie d'aller en voir de plus en plus. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est formidable. Je suis allée voir un spectacle l'an passé avec mon fils qui avait 8 ans à ce moment-là, qui était le Sacre du printemps de la chorégraphie de Pina Bausch, donc présenté dans le cadre de Danse. Puis c'était comme fabuleux de voir ça avec lui, tu sais, de découvrir puis là, ses yeux d'enfant qui ne comprenaient pas trop ce qui se passe. Puis je me dis, hey, je sais pas, j'ai hâte de reparler de ça avec lui dans 20 ans. Tu sais, qu'est-ce qui va être resté, qu'est-ce qui va l'avoir imprégné de ce moment-là? Donc oui, le champ, il est vaste. Puis souvent, je trouve que pour les domaines qu'on connaît un petit peu moins, des fois, c'est chouette d'y aller avec quelqu'un qui connaît ça, tu sais, qui peut nous prendre par la main puis qui peut nous dire, hey, regarde, tu sais, ça, peut-être que c'est pas la première étape. Peut-être que tu serais mieux de commencer. Tu sais, j'aime beaucoup, moi, jouer le rôle de passeuse, mais j'aime ça qu'il y ait des gens autour de moi qui le soient également. Et comment tu réagis? Parce que les gens ont été habitués à voir des spectacles à la maison avec la pandémie. Là, c'est le retour en salle. Oui. Des fois, on a l'impression qu'ils sont encore dans leur salon. Comment tu réagis C'est vrai. quand Ah, mais vraiment. C'est sûr que ça fait partie. C'est un grand paradoxe parce qu'on dirait que le truc qui fait que
c'est si agréable d'aller voir des spectacles, c'est la communion. Je pense que c'est l'effet de groupe, c'est qu'on soit tous en même temps. Puis en même temps, l'affaire la plus gossante dans le spectacle, c'est les autres. C'est la personne qui tousse, c'est la personne qui est sur son cellulaire. Je pense que oui, des fois, il y a peut-être il y a une façon polie de signifier à son voisin qui nous dérange. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, des fois, on n'ose pas trop se manifester. Mais oui, je pense qu'il y a une question de civisme qui est peut-être importante de rappeler. Puis ça, je le sens beaucoup des artistes qui viennent en entrevue. On me dit que les cellulaires, semble-t-il, c'est vraiment un fléau, là. C'est comme si les gens, là, sont... On a beau répéter, fermez votre cellulaire, je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas, puis c'est dommage. Puis moi, je trouve que même comme spectateur, ça dérange. Tu sais, la semaine passée, je suis allée voir un spectacle d'humour, puis la personne, deux places plus loin que moi, a passé la soirée sur son téléphone à texter, puis je sais pas, on dirait que la lumière, il y a quelque chose qui était vraiment agressant, puis je me dis, mais comment quelqu'un peut ne pas se rendre compte de ça? Ça me dépasse un peu. Mais je t'avoue que dans le cadre de ton spectacle comme tel, parce qu'il faut l'appeler quelque chose, un spectacle, euh, j'ai l'impression qu'en même temps, tu offres des clés pour mieux comprendre ce qui se passe, par exemple, sur scène, au théâtre, Ouais, en danse et tout ça. Et une fois qu'on possède ces clés, on a un bon exemple avec Yannick Nézet-Séquin qui fait ça ouais, avec les nouveaux chefs d'orchestre, si on ouais. veut. Le public est là, et là, tout à coup, le public apprend un certain nombre de choses, très subtiles parfois, qui leur permettent de mieux apprécier. Et j'ai l'impression que toi, tu es consciente de ça. Ben oui, je pense que tu sais, dans le spectacle, il y a plein de notions que j'aborde, par exemple la question de l'empathie physiologique. Le fait d'aller voir un spectacle, c'est prouvé scientifiquement que parce qu'on est dans la même pièce, il y a une résonance motrice entre les gens qui sont sur scène et les gens qui sont dans la salle. Donc, au-delà de l'empathie qu'on peut ressentir à imaginer ce qu'un personnage vit, juste le fait d'être dans la même pièce, il y a quelque chose qui s'opère dans notre corps. Mais à partir du moment où tu es conscient de cette notion-là, tu vois plus le spectacle de la même façon. Donc, oui, il y a plein de. Tu sais, je parle de catharsis. J'essaie c'est ça, de donner des clés, effectivement, pour qu'on se rende compte que c'est pas banal d'aller voir un spectacle. Ça a un impact beaucoup plus profond qu'on peut le croire. Une autre flèche dans ton carquois culturel, c'est que tu es devenue autrice, évidemment, tu écrit déjà, mais là, il y a une écriture qui a pour titre En rigolo. Et je trouve ça absolument fabuleux et j'aimerais que tu m'en glisses un mot pendant que je vais montrer une ou deux images Oui. de cette Oui, donc aventure. Henri Golo, c'est un livre pour enfants qui est publié chez Fonfon. C'est parti en fait d'une phrase que mon fils m'a dite un jour en revenant de la maternelle. Il était tout fier, puis il dit, Maman, tu sais, moi, je fais rire les gens parce que dans ma classe, il y a un garçon qui me pointe du doigt et il rit très fort. Et là, moi, sur le coup, comme maman, tout de suite, je me dis, mon Dieu, mon fils se fait intimider, il n'en est pas conscient. Là, je me mettais, ça me met dans tous les états, mais finalement, je le regarde, puis lui, il est super fier de ça. Et là, c'est là où je me dis, OK, je suis en train de projeter quelque chose sur mon fils. C'est-à-dire que moi, je trouve que dans la vie, je manque un peu d'autodérision. Quand on rit de moi rapidement, l'orgueil embarque. Et là, lui, il était à un âge où ça n'existait pas encore. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Donc, j'ai imaginé ce personnage-là qui est Henri Rigolo, qui est un petit garçon qui adore faire rire de lui. Alors, c'est vraiment la formulation qui est amusante. Donc, je suis allée vers les éditions Fonfon parce que j'adore cette collection-là. Je trouve vraiment que c'est des livres fabuleux. Et j'ai eu la chance de travailler avec Josée Bisaillon, qui est une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup, puis Le qui a ajouté graphisme est tellement très d'humour, là. Ouais. C'est un Euh, graphisme qui parle, et qui parle pas seulement aux enfants, mais qui oui. parle aussi aux adultes qui vont Ouais. finalement lire. Oui, ben c'est ça, il y a beaucoup d'humour dans ces images, il y a des petites choses qui sont cachées ici et là, que les enfants verront peut-être pas nécessairement, mais auxquelles les parents, eux, vont adhérer. Donc, oui, ça a été vraiment une belle expérience de faire cet exercice-là. Puis, il y a une version audio qui existe, qui est narrée par Catherine Trudeau. C'est formidable, c'est disponible gratuitement sur l'application audio. Ça aussi, moi, à la maison, on écoute beaucoup d'histoires audio avec mon fils, fait que j'étais très contente qu'il y ait cette version-là qui existe. On en revient à la radio et on s'en va à l'été prochain, où tu as aussi un super projet. Oui, donc toujours à Radio-Canada sur Ici Première, on m'a donné la chance de faire de grands entretiens. Donc, j'ai commencé ça l'été dernier, je le refais cet été et j'avais un peu carte blanche, je pouvais aborder l'angle que je voulais. Il y a Marie-Louise Arsenault qui va faire beaucoup d'entrevues, elle, avec des auteurs français. Il y a Rebecca McConnell qui fait, elle, des acteurs de changement. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'est de parler des passeurs. Donc, les gens qui, dans la culture, sont pas nécessairement au premier plan, mais
sans eux, la culture se passe pas. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, cette idée-là de la transmission. Et donc, cet été, encore une fois, on va avoir la chance d'approfondir ce sujet-là. Mais l'an passé, ça a donné des entrevues vraiment formidables, entre autres avec Denise Robert, qui avait jamais eu de grand entretien. Puis je me disais, c'est tellement important le travail qu'elle a fait comme productrice. J'ai fait des entrevues avec Mani Soleil-Manlou, qui est maintenant directeur artistique du CNA à Ottawa. Donc, c'est vraiment de varier ces rencontres-là. André Robitaille, par exemple, qui fait beaucoup de théâtre comme producteur. On ne parle pas souvent de cet aspect-là de son métier. Donc, c'est ça l'idée derrière les grands entretiens, les passeurs. Est-ce que il y a des personnalités que tu rêverais d'interviewer dans le cadre de cette émission-là? Oui, absolument. Mais c'est sûr que je rêve d'asseoir France Baudouin pendant 60 minutes. Bonne C'est pas chance. évident, exactement, c'est pas évident. Mais France, pour moi, est l'incarnation d'une passeuse. Ce qu'elle fait avec André de l'Univers, entre autres, mais de façon générale avec sa boîte de production Pamplemousse, ça fait vraiment partie des gens avec qui je voudrais discuter. J'aimerais beaucoup aussi parler avec Jacques Caprimo. C'est très important aussi, je trouve qu'il a fait tout dans l'ombre de Rock et Belles Oreilles, mais le quartier des spectacles, il vient de faire aussi avec Spectra. Donc oui, j'ai une bonne liste de gens avec qui j'aimerais avoir ces discussions. Alors, ça va être de quelle date à quelle date à la radio l'été prochain? C'est pas encore annoncé les dates officielles, mais c'est pendant l'été. Si ça reste dans la même case horaire que l'an passé, ça va être 2 semaines consécutives, mais pendant l'été, j'ai pas encore la programmation officielle, mais évidemment, on va l'annoncer en temps et lieu. Très, très chouette. Écoute, ta carrière va comme... il y a peu de gens qui peuvent s'imaginer avoir une carrière aussi chargée, aussi pleine et aussi bon, inspirante Merci. d'une certaine façon. Et merci en tant qu'artiste, on peut le dire tous les deux, pour ce que tu fais pour la culture, parce que c'est tellement important de continuer à en parler, d'inviter les gens et de démystifier ce qu'est la culture sous tous ces angles et tu le fais tellement bien. Merci. On va se laisser, Émilie, avec ton invitation pour participer, pour être présent chez Duceppe, et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Alors, ben, j'invite les gens donc à venir voir le spectacle. C'est présenté à partir du 16 avril. C'est je pense qu'on est rendu à une supplémentaire le 8 mai. Donc, c'est de 17h30. C'est vraiment une formule qui est agréable parce que c'est dans les 5 à 7. Donc, c'est assez court. C'est 1 heure de théâtre. Puis, c'est dans les coulisses de chez Duceppe. Donc, ça nous permet d'aller à un endroit où on ne va pas habituellement. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous.